Bonjour Jean Bricmont. Bonjour Gérard. Partout on entend les slogans et on observe les actions de solidarité envers les Palestiniens. Pourquoi êtes-vous critique vis-à-vis de ces démarches? Bon, tout d'abord, je comprends évidemment la réaction des gens, l'émotion des gens, et je comprends qu'ils s'indignent, qu'ils manifestent, etc. Mais il faut quand même constater qu'en France, il y a une petite industrie de la solidarité, de l'indignation. On est solidaire des rebelles libyens, des rebelles syriens, des chrétiens en Irak, des rebelles à Maïdan en Ukraine, etc. et évidemment des Palestiniens. Je pense qu'il y a de grandes différences et que, en fait, si on analyse ces différences, on va se rendre compte qu'il n'y a pas derrière ces revendications, ces manifestations, de véritable politique. D'accord? Moi, je ne suis pas certain que les gens à Gaza, par exemple, se préoccupent beaucoup des manifestations à Barbès, et probablement les Israéliens s'en fichent complètement. Donc, il faut, à un moment donné, passer à une traduction politique de l'indignation. Et pour moi, il faudrait commencer par le commencement, qui est de demander le droit à l'autodétermination et à la souveraineté des Français. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Je sais que c'est un sujet délicat, mais la première question, c'est la liberté d'expression, la liberté individuelle. Pour moi, personnellement, si je considère que Faurisson est un charlatan, que Soral est un horrible fasciste et que Dieudonné est un comique qui ne fait plus rire personne, c'est mon droit, mais j'insiste que c'est à moi de le penser, et pas de le penser parce que la police me demande de le penser. Ça fait toute la différence du monde, pour moi, entre le fait de dire 2 fois la même phrase, exactement la même phrase, mot pour mot, dans un contexte où c'est la police qui me demande de dire la phrase, et un contexte où je suis libre de dire la phrase, la même phrase. C'est très important à comprendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, disent que ça n'a pas d'importance. Pour moi, ils ont abdiqué déjà leur propre liberté. Le deuxième aspect de la liberté, c'est que je veux reconnaître à mes propres concitoyens la liberté d'être en désaccord avec moi sur ces questions que je viens de souligner ou toutes sortes d'autres questions. Par exemple, quand Dieudonné est venu en Belgique, la police a fait évacuer la salle de spectacle dans un spectacle où on avait mis des espions qui eux-mêmes n'ont rien constaté d'antisémite et donc il n'y a pas de procès contre le spectacle. Il aurait pu y avoir un procès a posteriori sur la base de lois avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais elles existent. Mais on n'a même pas fait, on l'a vidé en pleine séance. Qui a protesté contre cette violation massive, évidente de la Constitution, de nos lois, etc., vis-à-vis de nos propres concitoyens? Je parle des gens qui allaient voir le spectacle, je ne veux même pas Dieudonné, c'est un étranger français. Bon. Mais je veux dire, si on prend les gens qui ont été voir ce spectacle, est-ce qu'ils ont le droit de le voir? Est-ce qu'ils ont le droit de l'apprécier, de le voir pour le juger, de rire ou de ne pas rire, de rire au deuxième degré, etc. Tous ces droits sont bafoués. Et qui a protesté? Bon, Olivier Moukouna, mais à part ça, personne. Donc, il n'y a personne qui proteste, personne, tout le monde dit oui, mais ce n'était pas autorisé, des arguments tout à fait à l'emporte-pièce d'un point de vue juridique. Et pourquoi est-ce qu'on accepte cela? Si on a accepté cela, alors il ne faut pas s'étonner après qu'on accepte, comment dirais-je, que le gouvernement prenne des positions pro-israéliennes. Il faut dire, oh, comment ils sont pro-israéliens? Mais ils l'étaient déjà à ce moment-là, ils étaient soumis aux injonctions de ce qu'on appelle aux États-Unis le lobby pro-israélien, qu'on peut appeler ici la communauté organisée, je ne sais pas, mais c'est évident que c'est eux qui veulent qu'on interdise ces spectacles, c'est personne d'autre. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui marchent là-dedans, qui ne sont pas dans la communauté, même qui sont soi-disant pro-palestiniens, mais qui disent oui, c'est odieux, c'est de l'antisémitisme, vous combattez l'antisémitisme, vous combattez. Mais la question fondamentale que je pose, avant de combattre l'antisémitisme, c'est quels sont les droits des gens, d'accord? Quels sont les droits des gens? Si on ne reconnaît pas le droit de ses propres concitoyens à s'exprimer, alors évidemment, on est prisonnier. Alors prenons par exemple la France, prenons la campagne hystérique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui a eu lieu fin décembre 2013, début janvier 2014, contre Dieudonné. Campagne médiatique, politique, tout est mobilisé. Alors mettons qu'il soit odieux, il ne fait plus rire personne, mais il y a des tas d'humoristes qui font des blagues odieuses. Moi, il y a des tas de trucs que je trouve absolument odieux. Mais il n'y a pas ces campagnes de grande envergure. Alors imaginons le politicien légèrement ambitieux, de n'importe quoi, un maire d'une ville ou je ne sais pas quoi, qui est pro-palestinien, mais quand il voit ce déluge médiatique et politique contre Dieudonné, il comprend, il dit, bon, ok, Dieudonné, c'est un salaud, il est horrible, etc., mais il ne va rien dire sur la Palestine. Les journalistes, c'est pareil, les intellectuels, c'est pareil. Alors, au lieu de faire, comme on le fait souvent, de jeter la pierre aux politiciens, aux médias, etc., demandons-nous ce qu'ils diraient s'ils étaient libres, s'il n'y avait pas ces campagnes hystériques, et si on les combattait. Or, il n'y a personne qui les combat, pratiquement personne. Et souvent, des gens qui sont pro-palestiniens, on rajoute en disant « Oui, mais non, ça c'est horrible, ça c'est l'antisémitisme, on ne veut rien avoir avec ça, etc. » D'accord? Alors ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple, c'est que beaucoup de gens
quand ils font des déclarations de protestation, ils ne sont pas antisémites, ou bien ils ont avec eux des juifs progressistes, etc. Bon, c'est très bien qu'il y ait des juifs progressistes, mais combien de gens qui condamnent ce qu'ils appellent l'occupation du Tibet par la Chine se préoccupent d'avoir des Chinois avec eux? Combien de gens commencent en disant « je ne suis pas raciste anti-chinois », mais il n'y a pratiquement pas de Chinois qui sont d'accord avec eux, et ils s'en fichent complètement. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi est-ce que quand on critique Israël, il faut qu'on ait des juifs avec nous, sinon on va être accusé? C'est qu'on a intériorisé cette accusation. Mais si on a intériorisé cette accusation, on est déjà coincé. D'accord? Donc, alors, évidemment, après cela, il ne faut pas s'étonner si le gouvernement est rempli de gens qui soient sincèrement, je pense que certains c'est sincère, ou bien par hypocrisie, il y a les deux, il y a les fanatiques et les hypocrites, soutiennent Israël. Parce qu'on a cédé les principes les plus élémentaires, on les a cédés, d'accord, de la défense des droits des gens, ici. Oui. Et la solidarité avec la Palestine, elle commence ici. Vous n'êtes pas solidaire de la Palestine, si vous n'êtes pas solidaire de vos propres concitoyens quand leurs droits sont violés. Et cette faillite, elle est due à cause des intellectuels ou à cause des gens, de la population? Je ne pense pas que la population française soit coupable de ça, parce que la population française, évidemment, c'est toujours la même chose. L'immense majorité des gens ont d'autres chats à fouetter que la politique étrangère. Ça, c'est vrai, oui. Ils ont leur perte d'emploi, ils ont leurs gosses, l'école qui ne fonctionne pas, ils ont toutes sortes de problèmes. Ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'au niveau des intellectuels, ce qui s'est passé depuis l'époque Mitterrand, c'est ce que j'appelle, je suis désolé d'utiliser ce terme, mais la sionisation de la France. C'est-à-dire qu'on a commencé à regarder toutes les questions à travers Vichy, la culpabilité pour Vichy, l'Holocauste, etc. Et à toujours dire, par exemple, on ne peut pas ne pas commencer en disant le droit d'Israël a existé. Mais c'est quoi le droit d'Israël d'exister? Par exemple, s'il y avait le droit du retour des Palestiniens dans leurs terres, Israël comme État juif, monolithique juif, n'existerait plus, mais les gens existeraient toujours. Je veux dire, il ne faut jamais oublier que les Palestiniens, leur revendication de base, qui est le début du commencement du mouvement pro-palestinien national, ça a été le droit au retour après avoir été expulsés en 1948. Et même s'ils avaient fui en 1948 à cause de la guerre, même s'ils avaient fui, pourquoi ne peuvent-ils pas revenir dans leur terre quand ils ont fui? Les Belges, par exemple, beaucoup de Belges ont fui lors de l'invasion allemande en 1940, mais ils ont pu retourner, même pendant la guerre. Les Allemands, ils n'ont pas empêché de rentrer chez eux. Et donc, pourquoi ils ne pouvaient pas rentrer chez eux? Parce qu'on voulait établir un État avec une grosse majorité juive. C'est aussi simple que ça. Et alors, évidemment, ça, c'est la source du conflit. Et si on me dit que c'est parce que les Arabes ont refusé le plan de partition qui a donné lieu à la création d'Israël, c'est un peu comme si je vais chez vous, je prends la moitié de votre appartement, il y a un juge qui dit que c'est OK, j'ai le droit d'avoir la moitié de votre appartement, qui ne vous demande pas votre avis, vous n'allez pas être content. Or, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Palestiniens. Il y a eu l'immigration juive, et puis on a dit, voilà, on leur donne la moitié du territoire, sans demander l'avis des Palestiniens. Donc évidemment, ils n'ont jamais accepté ça. Il n'y a aucune raison qu'ils acceptent ça. Il ne faut jamais accepter les discussions où on commence avec « Ah, mais il y a eu les terres de roquettes du Hamas, il y a eu ceci, il y a eu cela ». Il faut prendre toute l'histoire, commencer au début, et la racine du problème, c'est la volonté sioniste d'établir un État juif en Palestine, un État suprémaciste, enfin uniquement juif, sur la terre palestinienne, et forcément d'en faire partie les Palestiniens. Et donc, ça c'est le problème, c'est que ça, il n'y a personne qui ose le dire, pratiquement. D'accord? On a créé cette atmosphère que, d'une certaine façon, c'est une nécessité en France, évidemment à cause de l'Holocauste, de Pétain, etc., qui est une question très compliquée et qui n'est sûrement pas une culpabilité transmissible aux descendants, parce que moi, j'étais pas né. Et chaque fois que je dis « moi, j'étais pas né », on me dit « comment, mais vous devez vous sentir concerné ». Mais pourquoi il y a Napoléon, il y a la Première Guerre mondiale, pourquoi je dois me sentir concerné par quelque chose où je n'ai pas participé? Je n'ai pas d'admiration pour Hitler, j'en ai pas pour Pétain. Je veux dire, pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire dans mon présent? Or, si vous avez une discussion sur l'immigration, sur l'éducation, sur l'enseignement, sur les guerres humanitaires, sur toutes sortes de politiques, on vous ressort tout le temps. Après 5 minutes, vous verrez, on vous ressort Pétain, les heures les plus sombres de notre histoire, patati patata. C'est comme ça. Et donc, la mentalité a été complètement... Il n'y a pas de complot juif, on dit complot juif. Il n'y a pas de complot juif. Il y a une idéologie, une religion, face à laquelle il n'y a pas de laïcité. Ça, c'est comme ça que je définirais la mentalité de lutte contre l'antisémitisme. On admet de bafouer les droits des gens. On a accepté tout cela. Pour moi, ça, c'est la racine du problème. En France, et ailleurs dans les pays occidentaux, aux États-Unis aussi, on a abandonné toutes sortes de principes. Et puis, le sommet, après tout cela, évidemment, les gouvernements se plient à Israël. Mais il faut aller à la racine du problème. Donc, pour vous, il y a une faillite politique des intellectuels français? Ça dépend.
pas une faillite pour BHL, Finkielkraut et compagnie. Pour eux, c'est un succès, évidemment. Et pour Bruckner, qui n'est pas d'origine juive, par exemple. Enfin, c'est pas que... Tous les intellectuels atlantistes, pro-États-Unis, pro-soi-disant démocratie, etc., ils ont complètement gagné. Et les gens qui ont perdu, c'est les gaullistes, les communistes, etc. En fait, toute la branche républicaine, Chevènement, etc. Ces gens-là, ce sont ces gens-là qui ont perdu. C'est cela qu'on n'entend pas sur ce terrain-là. Ben, je ne sais pas maintenant, qui défend les positions du gaullisme. Il y a l'UPR, mais qui est très marginal. Paradoxalement, le FN, dont le fondateur était un des principaux adversaires de Gaulle, est peut-être le plus proche des positions gaullistes sur certaines choses. Donc, ça, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. L'UMP n'est pas gaulliste, le PS, évidemment, n'est pas du tout. Mais ils sont plus atlanticistes qu'ils ne l'étaient à l'époque de Gaulle. Mais ne pensez-vous pas que c'est la faillite politique des médias qui a entraîné la faillite des intellectuels? Bon, ça, les médias et les intellectuels, c'est très lié, mais de toute façon, comme je dis, c'est pas une faillite, c'est un succès pour certains, une faillite pour d'autres. C'est une défaite politique qui a eu lieu à l'époque, depuis la période Mitterrand, où il y a eu, comme je dis, cette volonté de voir à travers de voir comme élément central de l'histoire la collaboration, l'Holocauste, les déportations, etc., et d'en faire d'une certaine façon la grille de lecture du présent. Donc on est toujours face à des nouvelles Hitler, on a l'antisémitisme des jeunes de banlieue, ce sont des phénomènes très marginaux. Par exemple, Charlie Hebdo, Libération, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre sur le même pied 2-3 énergumènes qui crient mort aux Juifs à Sarcelles et l'armée israélienne qui, elle, bombarde Gaza, qui, elle, est une armée, qui a des armes, etc. Les types à Sarcelles, ils vont se retrouver en prison, ils n'ont aucune force, ils n'ont rien du tout, quoi. Est-ce que vous voyez quand même dans le champ politique où vous avez... Oui, c'est tout à l'heure, vous avez parlé de l'UPR, je ne me rappelle plus de... Donc l'Union populaire républicaine, oui. François Asselineau, parce que beaucoup de gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Oui. Mais est-ce que dans le champ politique français, y a-t-il des courants de pensée qui peuvent reporter ce message politique concernant toutes ces injustices internationales? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Quand on parle avec les Français, on se rend compte qu'une des choses qu'ils disent à peu près tous, enfin, sauf ceux qui sont fanatiques, c'est qu'il y a une chose dont on ne peut pas parler en France, c'est Israël. Mais encore plus qu'Israël. Parce que ça, je ne suis pas d'accord, on peut critiquer Israël. Finkielkraut dit je critique la politique israélienne, ça ne sert à rien. Tant qu'on ne s'attaque pas à la force des lobbies, enfin ce qu'on appelle les lobbies aux États-Unis. Prenons les États-Unis. Récemment, le Sénat américain a voté à 100%, c'est-à-dire sur 100 sénateurs, il y en a 100 qui ont voté une résolution rédigée par le lobby pro-israélien et favorable à Israël dans la question de Gaza. 100. Staline, Corée du Nord, 100. Staline, c'était quand même 97, 98. Il laissait un petit quelque chose. À mon avis, ils auraient dû laisser un petit quelque chose pour donner l'impression qu'il y avait une certaine liberté. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi les gens... Il y a dans ces sénateurs, il y a 2 ou 3 qui sont quand même considérés comme de gauche, etc. Pourquoi ils font ça? Ça ne s'explique pas par des intérêts stratégiques, parce que quand il y a des vrais conflits, si on veut, qui impliquent les États-Unis, il n'y a pas cette unanimité. Et quand il y a eu, par exemple, le sauvetage des banques, le Congrès était divisé. C'était peut-être 60 contre 40, mais ce n'était pas 100%. Et donc, il n'y a que quand il s'agit de ça, et à cause des pressions du lobby, parce que le lobby dit, vous ne votez pas comme ça, votre adversaire va se retrouver avec une fortune pour vous combattre à la prochaine élection. Et c'est tout à fait... Ça, c'est quelque chose que Mearsheimer et Walt ont démontré, mais beaucoup de gens l'ont démontré avant. Et il n'y a que... Walt a écrit un article là-dessus, il n'y a que l'influence du lobby qui explique ça. Tant qu'on ne s'attaque pas à ça, on ne s'attaque pas à la racine du problème. Et ici, ce n'est pas le rôle de l'argent, mais c'est le rôle de l'intimidation, de la remise... C'est un arc réflexe. Vous avez des articles, vous avez 2-3 types à Sarcelles qui crient des slogans, et ça devient une affaire qui est répétée sans arrêt. Et donc, le fait même de mettre en avant, de mettre en exergue, de mettre au centre de la réflexion des incidents qui sont extrêmement marginaux, mais qui, parce qu'ils touchent à l'antisémitisme, deviennent de l'ordre du sacré, d'accord? Vous allez faire l'amour sur la place à poil sur la place de la Concorde, il y a probablement pas grand monde qui va rouspéter. À l'époque où le catholicisme était dominant en France, ça aurait été un scandale. Bon. Et maintenant, on a remplacé le catholicisme par ce que j'appelle la religion, le sionisme, la religion de l'Holocauste, appelez ça comme vous voulez, mais c'est comme une religion. Et quand c'est une religion, mais c'est une religion, il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas d'opposition. Il y en a un peu maintenant, dans certains, bon, Dieudonné, Soral, etc., mais il n'y a pas certains courants, mais il n'y a pas de véritable combat laïque qui dirait, voilà, il faut restaurer
dans une manif, il y avait quelqu'un qui avait un slogan, séparation du CRIF et de l'État. D'accord? Oui. Séparation du sionisme et de l'État. Parce que comme ce n'est pas officiellement une religion, on ne le voit pas comme une religion, mais la soumission des dirigeants politiques au CRIF, les biais permanents des médias, les campagnes juridiques, etc., montrent qu'on est face à une situation quasi religieuse. Oui. Et moi, je suis contre. Je considère effectivement que c'est très dangereux quand l'État perd sa neutralité dans les questions religieuses ou idéologiques. Quelles peuvent être les formes de cette réappropriation du politique dans ces conflits? Quelles peuvent être ces formes? Mais moi, je pense qu'il faut faire une... D'abord, il faut éviter l'extrémisme et le radicalisme. Oui. Et il faut faire une politique de petits pas. C'est-à-dire, il faut appuyer tous les hommes politiques qui font un pas dans la bonne direction, oui. Même si ils ne sont pas parfaits. On ne va pas avoir la solidarité Palestine demain, etc. Par exemple, quand Chirac a dit que si l'Iran avait une bombe atomique, ça ne changerait rien, plus ou moins, il a dit ça, il y a eu une avalanche d'attaques contre lui, il n'y a personne qui l'a défendu. Et on aurait dû le défendre. Donc, et même s'il est de droite, etc., on s'en fout, ce n'est pas une question de gauche-droite, c'est une question de souveraineté nationale. Et donc, on aurait dû se mobiliser là-dessus. Évidemment, quand il y a eu la campagne hystérique contre Dieudonné, on aurait dû se mobiliser là-dessus. On ne l'a pas fait. Bon. Et donc, il y a toutes sortes de choses qu'il faudrait faire, essentiellement de revendiquer pour les Français le droit à leur propre autodétermination et qu'on ait un débat honnête. D'accord? Comme je dis, laissez-nous 6 mois, foutez-nous la paix pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il n'y a pas de campagne de haine, de diabolisation, de trucs, etc. Pas de, comment dirais-je, pas de toutes ces opérations, pas de procès, etc. Et qu'on débatte alors de notre politique étrangère. On verra ce qui se passera, mais je pense que ça changera beaucoup. C'est la même chose avec l'Ukraine, c'est la même chose avec la Syrie. Il y a beaucoup de gens qui ont des opinions diverses, mais elles ne s'expriment pas, et le débat est impossible. Je vais vous donner un autre exemple de 2 poids 2 mesures qui m'a vraiment frappé. Vous avez eu cette petite phrase de Le Pen avec la Fournaise, Patrick Bruel, etc. Moi, je trouve que c'est tiré par les cheveux, mais admettons, four crématoire, Patrick Bruel, juif, etc. Mettons je ne crois pas que Le Pen a pensé à tout ça, mais mettons. Mais Valls, dans un meeting contre l'antisémitisme, a dit « les Juifs sont l'avant-garde de la République ». Alors, dans un pays laïque, dire qu'une communauté religieuse ou ethnique, je ne sais pas comment il faut la définir, était l'avant-garde de la République, il faut quand même le faire. Si Le Pen avait dit « les catholiques sont l'avant-garde de la République » ou les Français dont les arrière-grands-parents sont tous français sont l'avant-garde de la République, il y a eu un tonnerre de protestations. Quand on lui dit Valls n'aurait pas pu le dire des socialistes, d'accord, de son propre parti. Mais quand il le dit des Juifs, il n'y a personne qui proteste de nouveau. Personne ne dit rien. Et vous croyez que tout le monde est d'accord? Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Mais les gens vont dire, je ne vais quand même pas me ruiner ma carrière, avoir des ennuis, etc. Parce qu'il va avoir des ennuis. Moi, je trouve qu'on devrait faire j'ai déjà proposé ça à d'autres, on devrait faire le livre noir du sionisme en France, où on fait la liste des attaques physiques, des menaces de mort, des pertes d'emploi, des gens chassés des associations, chassés des partis politiques, etc., sur des bases et des procès. Les procès, je les fais un peu dans la République des censeurs, mais pas de façon exhaustive. Et si on faisait un livre exhaustif là-dessus, ce serait un assez gros livre, peut-être plusieurs, avec tous les dénis, allant de Stéphane Hessel qu'on refuse. Moi, je ferais de Stéphane Hessel à qui on refuse de parler à l'école normale supérieure, à tout ce qui arrive à Dieudonné, soi-disant aux gens infréquentables. Mais moi, je le ferais tous azimuts, quoi. C'est-à-dire pour montrer l'étendue du champ où... Mais c'est vrai que même Morin, Mermet, Pascal Boniface, toutes sortes de gens qu'on ne peut pas suspecter, que je n'ai jamais rien dit sur les Juifs, ils sont parfaitement politiquement corrects, etc., parce qu'ils s'opposent à la politique d'Israël et surtout à la mainmise de cette politique en France, du rôle de cette politique en France. Je veux dire, De Gaulle... Je suis désolé, on pourrait au moins revenir à De Gaulle, c'est-à-dire à la période où la France était indépendante, où elle était indépendante des États-Unis, elle était indépendante d'Israël, etc. Après tout, la France, quand De Gaulle a dit, après la guerre de 67, il a dit en substance aux Israéliens, ne colonisez pas les territoires occupés, ceux que vous avez conquis. Et ils ont fait le contraire. Ils peuvent faire le contraire, mais pourquoi on doit être à leur botte? D'accord? Si vous dites, je vous donne un conseil d'amis, vous faites le contraire, après vous avez des ennuis, ben, débrouillez-vous. C'est pas à moi d'aller vous aider quand vous êtes en dispute avec tous vos voisins parce que vous n'avez pas suivi mon conseil. Vous parliez tout à l'heure qu'on puisse y avoir un débat serein là-dessus. Est-ce qu'il y a l'espace pour ce type de débat ou faut-il le créer? Ben, vous voyez bien dans les médias comment ça se passe. Vous le voyez avec l'émission de Tadei. Prenez l'émission de Tadei sur Dieudonné, où moi j'ai participé. Je pense que c'est honnête de dire que
j'étais pas seul contre tous, mais j'étais seul contre, sur 8 personnes, on va dire, contre 6 ou 7, et on m'a empêché de parler, donc même la seule voix dissidente, alors que Tadi, en général, arrive à faire parler tout le monde, là, il n'y arrivait pas, d'accord? Il a fait venir Nab. Nab a tapé sur Dieudonné et Soral, et même comme ça, ils étaient furieux parce qu'il avait invité Nab. Et puis, après cela, plusieurs fois, Tadi a été attaqué dans les médias parce qu'il m'avait invité, parce qu'il avait invité Nab. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que c'est de nouveau 100%. C'est pas Staline. Staline, c'était 97, 98. Là, c'est 100%. Il faut 100%. Si on n'a pas 100%, on n'est pas content. Non, mais je veux dire... Et ça saute aux yeux de beaucoup de Français. Les gens qui veulent combattre l'antisémitisme, très bien de commencer par rétablir l'équilibre. Parce que ce n'est que... Je vais faire un autre exemple. L'anticléricalisme. À l'époque de la domination de l'Église, sur certains pays en France, mais surtout en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Québec, en Irlande, etc., évidemment, il y avait de l'anticléricalisme en réaction à la domination de l'Église qui faisait interdire les cinémas, exactement comme maintenant le lobby fait avec les trucs de Dieudonné et tout ça. Et bien sûr, dès qu'il y avait une jupe qui était un peu trop courte, un sein qui dépassait, c'était le scandale, c'était la fin de la civilisation, etc. Exactement comme on nous sort maintenant avec l'antisémitisme. Mais l'anticléricalisme a disparu parce que l'Église, enfin, il a disparu, il a beaucoup diminué parce que l'Église a perdu de son pouvoir. Si le lobby perdait de son pouvoir, si on cessait d'emmerder tout le monde chaque fois qu'il y a une phrase, un bout de phrase, etc., eh bien, les gens, l'antisémitisme disparaîtrait. Moi, je suis convaincu de ça. Cette idée qu'il y a un antisémitisme... Évidemment, à l'époque du catholicisme dominant, eux disaient, mais non, les anticléricaux, les mécréants, etc., c'est incompressible, c'est éternel, c'est depuis les païens, on a été persécutés par les païens, maintenant, ou en Chine, ou en Russie, ou en URSS, etc. Bon. Moi, j'ai connu très bien cette façon de raisonner, et je pense exactement la même chose ici. Il n'y a personne qui veut faire le moindre mal aux Juifs. Il ne faut pas oublier, il n'y a personne, peut-être, à part quelques excités dans un coin sans pouvoir, personne ne veut faire le moindre mal aux Juifs. Les gens voudraient pouvoir s'exprimer. Ils voudraient pouvoir décider eux-mêmes s'ils vont voir les spectacles de Dieudonné ou lire tels auteurs maudits, etc. Ils voudraient pouvoir décider eux-mêmes. Foutez-leur la paix. S'ils ont la paix, ils vous foutront la paix, c'est tout. C'est ça la réconciliation. La réconciliation passe par l'égalité, et c'est toujours la même chose, c'est la laïcité. Le principe de la laïcité, c'est que l'État, les tribunaux, les pouvoirs ne s'ingèrent pas dans les débats d'idées. D'accord? Et s'ils cessent de s'ingérer dans les débats d'idées, ben, ça serait déjà une bonne chose. Après, il y a l'égalité dans les médias, etc. Mais au moins, on pourrait combattre, parce qu'on n'aurait plus cette épée de Damoclès, de poursuite pour incitation à la haine, et des trucs comme ça qui sont complètement biaisés, évidemment. C'est très bien d'être contre la haine, moi je suis contre la haine aussi, mais quand je vois le déchaînement de haine à l'égard des pro-palestiniens, le déchaînement de haine à l'égard des musulmans, des jeunes de banlieue, etc., je me rends compte, c'est exactement comme dans le catholicisme, c'est pas une question d'amour du prochain, c'est l'amour de ceux qui sont du bon côté de la barrière, c'est du bon côté du manche. D'accord. Monsieur Jean-Bric Mont, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.